Est-ce que vous pouvez, à propos des nouveaux réalistes, nous replonger dans le contexte des années 60 et nous amener comme ça à comprendre par cette ambiance des années 60 ce qui vous a amené à constituer ce groupe et surtout à le détecter? Oui, vous avez raison de poser cette question parce que je pense qu'elle colore de son vrai jour toute cette entreprise. Le nouveau réalisme, c'est intéressant aussi par sa préhistoire et par sa préhistoire immédiate, c'est-à-dire la seconde moitié des années 50, avant la constitution du groupe en octobre, exactement le 27 octobre 1960, à Paris et au domicile d'Yves Klein. Alors, cette préhistoire, c'est-à-dire cette seconde moitié des années 50, elle se présente d'une façon extrêmement précise et, disons, de façon très différente de ce que peut être la scène culturelle et artistique d'aujourd'hui. D'abord, la scène artistique est beaucoup plus réduite, et ensuite, elle vit sous le signe d'une angoisse et d'une illusion. New York est en train de s'affirmer. Ça, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, et c'est une irrésistible ascension qui se produit après la guerre. Les tenants de l'école de Paris, c'est-à-dire les grandes galeries, qui tiennent en quelque sorte le destin de l'art contemporain entre leurs mains, ont choisi une stratégie suicidaire, celle justement d'ignorer New York et de faire en sorte que tout se passe après la guerre comme avant la guerre, dans l'illusion en effet que Paris va retrouver sa place privilégiée de capitale du monde des arts. Or, ce n'est pas vrai. Mais il est certain que la résistance donc à New York s'organise de façon systématique. On peut parler d'une véritable mafia des grandes galeries. Et ces galeries sont prestigieuses. Elles s'appellent Louise Léris, elles s'appellent la Galerie de France, elles s'appellent aussi Aimé Macte. Il y a la Galerie de service, en quelque sorte, qui a disparu aujourd'hui, qui était dirigée par Nassintin et qui était justement la galerie qui définissait en quelque sorte le credo et la diplomatie culturelle de l'école de Paris. Cette école de Paris s'opposait donc directement à ce qui était le cheval de bataille de l'Amérique naissante, c'est-à-dire l'expressionnisme abstrait. Pour lutter contre cet expressionnisme abstrait, les tenants de l'école de Paris avaient pensé à un post-cubisme abstrait, puisque le cubisme avait fait les beaux jours de l'école de Paris d'avant-guerre. Ils pensaient qu'en virant à l'abstraction, on allait résoudre les problèmes. Évidemment, le résultat a été catastrophique. À partir de l'année 60, la guerre des marchés est gagnée par New York, et c'est la décadence de Paris sur le plan du pouvoir et surtout du contrôle du marché de l'art contemporain. Et c'était entériné en 1964 quand Robert Rauschenberg obtient le prix de la Biennale de Venise. Exactement, et en 1964, ce prix, qui a été d'ailleurs considéré en Europe et surtout en France comme une hérésie, ne faisait qu'en effet que constater les faits et constater l'inventivité, le pouvoir créateur de cette jeune école américaine. Fascinant quand on voit un peu votre relation avec ces artistes, c'est que en fait vous leur donnez le courage de leurs audaces, comme c'est le cas par exemple avec César et les compressions. César est très impressionné finalement par ce qu'il fait lui-même et il était très contesté par la galerie Claude Bernard. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les choses se passent dans ce contexte? L'intervention de César, qui depuis 1959 m'a amené déjà souvent chez les ferrailleurs, les ferrailleurs parisiens avaient obtenu des nouvelles presses hydrauliques à commande électrique qui venaient d'Amérique et qui permettaient justement de compresser les carrosseries de voitures et de les normaliser en balles prismatiques l'équivalent d'une tonne. Ces balles prismatiques fascinaient César, parce qu'il y voyait comme un stade nouveau du métal. Et il a franchi le grand saut en 60. Et alors qu'on attendait de lui au Salon de mai 1960, qu'il nous donne
une nouvelle manifestation de son génie de soudeur, puisqu'à l'époque, il faisait des pièces uniques qui étaient des fers, oui, d'animaux, ou de personnages, ou de nus, en ferraille soudée. Non, il présente ces compressions, c'est-à-dire ces cubes de métal compressé, qu'il considère comme ses sculptures parce qu'elles sont siennes et qu'il les trouve belles. On lui a reproché très fortement cette option qui était tout à fait néo-réaliste. Son marchand surtout a été à l'époque très contre. Il a perdu à la fois, avec ce geste, ses collectionneurs, son marchand, ses critiques. Il est resté seul avec moi, pratiquement. J'ai dû le tenir vraiment à bout de bras à cette époque-là. Il a su résister d'ailleurs à la tempête et il a fait ensuite la carrière que l'on sait. Mais le fait qu'un homme comme César, qui était déjà, lui, reconnu pour ses fers soudés, et qui avait déjà une carrière derrière lui, se range dans cette optique appropriative du nouveau réalisme, ça fait avancer beaucoup les choses, parce que tous les autres, que ce soit Tinguely, que ce soit Klein lui-même, Armand ou les affichistes, ils étaient évidemment très peu connus, ils restaient très marginaux à Paris, tandis que le fait que l'artiste, déjà consacré pour une certaine partie de son œuvre, adopte cette vision des choses et reconnaisse la prééminence de cette nature urbaine et industrielle, c'était évidemment un gros coup. Et ça nous a permis certainement d'avancer beaucoup, de nous affirmer en tant que groupe très fort. Et quelques mois plus tard, donc quelques jours après le plein d'Armand, nous avons fondé, j'ai fondé au domicile de Yves Klein, le nouveau réalisme, la déclaration constitutive, à laquelle participait donc au départ Yves Klein, Armand, Martial Reyss, Tinguely, Speury, et puis les affichistes. Les Rémoins, donc. Rémoins, Villeglé, Dufresne. Rotella n'avait pas pu venir de Rome, il était invité. César était absent lui aussi. Ils vont participer par la suite à toutes les manifestations. Christo rejoindra plus tard. Et Christo et Deschamps et Niki de Saint-Phal rejoindront plus tard le groupe. Alors Niki de Saint-Phal, justement, c'est une occasion très particulière que vous avez dit, elle fait partie des nouveaux réalistes. Oui. Je dois dire qu'en effet, c'est tout à fait au début, vers le mois de février de 1960. Encore, c'était une chose très... de 61. Non, de 61. Après le manifeste. Après le manifeste, c'est ça. C'est en 61 exactement. Et au mois de février, je crois même le 12 février, si je me rappelle bien, Tinguely, qui vivait depuis peu avec elle, me téléphone et me demande de venir, avec Janine de Goldschmidt, qui allait ouvrir la galerie J, de venir pour assister au premier tir de Niki. Ce tir de Niki, c'est-à-dire Niki nous offre des reliefs de plastique, plutôt des reliefs de plâtre, dans lesquels étaient enrobés des poches de plastique qui éclatent sous l'impact des balles. Elle nous fait tirer là-dessus. Ce geste définitif me semble être très proche de ce geste irréparable du décollage d'affiches chez les décollagistes parisiens et sur le geste très fort de la compression de César ou des colères d'Armand, et donc je me dis qu'en effet la philosophie d'un geste aussi radical est tout à fait nouveau réaliste, et je l'invite à y participer au groupe, ce qu'elle fera d'ailleurs. Thank you very much. Yes, just a few words. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ou je veux dire seulement quelque chose, je vais le dire en français. Et un meilleur anglais. Je voudrais vous donner un peu de contexte. D'abord, vous dire que ce moment de vidéo que vous venez de voir était un de ces moments privilégiés qui nous est donné de
de vivre dans un parcours professionnel, puisque j'avais bien sûr commencé à apprendre les nouveaux réalistes dans les livres de Pierre Restany bien avant de le rencontrer. J'étais fasciné par ce qu'il écrivait et ce que je découvrais dans ses livres. Et bien sûr, c'était extrêmement fort de le rencontrer et d'ensuite lui poser ces questions. Lui poser ces questions dans l'interview que vous venez de voir, dans en fait le cadre d'une émission de télévision qui était diffusée live sur Internet. C'était au moment de la bulle Internet. L'enregistrement que vous venez de voir a été enregistré en 1999. Et donc, c'était un signe de l'ouverture d'esprit de Pierre Restany que de vouloir être présent sur ce terrain des nouvelles technologies qu'il défendait aussi dans l'art, en défendant notamment la vidéo, l'art numérique, dont il avait conscience que cela allait devenir une part importante de la création contemporaine. C'est quelqu'un qui me semble, avec son côté, son apparence physique particulièrement charismatique et qui avait comme ça un côté oracle, hein, et les yeux fermés, c'est presque l'oracle aveugle, le devin qui va nous dire la vérité. Il avait une immense curiosité, ajouté à son côté d'infatigable globe-trotter, ça en faisait un critique particulièrement informé. Et surtout, c'est quelqu'un qui est resté très très libre et extrêmement généreux aussi. Et j'en terminerai par là. En fait, nous bénéficions encore de son action grâce au Palais de Tokyo à Paris. C'est quand même lui, et Orlan pourrait en parler mieux que moi, c'est quand même lui qui a créé le Palais de Tokyo, qui était à l'origine du Palais de Tokyo, et il l'a fait avec beaucoup de générosité, en passant en quelque sorte le témoin à une génération nouvelle, Jérôme Sens et en particulier Nicolas Bourriaud, qui donc ont pu, grâce à lui, grâce à son appui, être les co-directeurs de cette structure qui continue maintenant avec Jean de Loisy. Voilà, je m'arrêterai là. Je sais que d'autres ont des choses passionnantes à dire sur Pierre Restany. Attends, micro pour les enregistrements. Ce qui était très touchant de Pierre Restany pour une artiste comme moi, c'est qu'en fait, dans le board du Palais de Tokyo, il a voulu absolument qu'il y ait beaucoup d'artistes qui soient dans le board et qui puissent intervenir dans l'institution. Et ça, c'est effectivement très très rare. Donc il avait choisi Daniel Buren, Raymond Hince et moi pour être dans le board. Voilà, et je trouvais que c'était une ouverture d'esprit fantastique. Okay, thank you very much, Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette introduction à la problématique, à la thématique de Pierre Restany, une introduction très intéressante. Restany était une personnalité, un personnage important. Nous pouvons parler de beaucoup de choses à propos de Restany, mais on a ici beaucoup d'orateurs qualifiés. Il faut être discipliné parce qu'on est beaucoup. Et moi, je dois être discipliné parce que je voudrais parler vraiment longtemps, mais il faut respecter les temps. Je vais donner la bienvenue à nos amis. Je commence avec Madame Zuzana Bartoszova, qui, comme tous les autres, connaît très bien, personnellement, connaissait Pierre Restany. Donc ils sont tous des témoins qui connaissaient très bien ce critique. Zuzana le connaissait depuis les années 80. Il a travaillé avec lui à la galerie aussi à Bratislava. Ils ont coopéré, ils ont fait beaucoup d'expériences artistiques ensemble. Et je pense que je peux donner la bienvenue aussi à Alex Mlinarczyk, qui est à côté de Zuzana. Lui aussi un expert, lui aussi un connaisseur et aussi très proche de Pierre Restany. Il lui a donné des clés, dans une certaine façon, pour développer sa carrière dans le futur. Et Alex est venu hier de Paris, exceptionnellement pour participer avec nous à cette conférence. Et puis il doit retourner à Paris parce qu'il avait des plans. Donc il va aller en voiture 1500 km jeudi
Vous voyez, non, à la fin, il est venu en avion, il n'a pas voulu venir en voiture, donc, mais on le remercie beaucoup. Raphaël, moi je ne t'ai pas présenté, tout le monde te connaît, Raphaël Cure, le président de AICA France. AICA France qui a présenté cette vidéo. Et à ma droite, je suis content de présenter Henri Perrier qui a écrit une biographie très intéressante, avec beaucoup de couleurs sur ce critique. Il a préparé aussi un nouveau livre, une nouvelle édition. Je ne sais pas si c'est une édition un peu actualisée, ajournée, mais c'est une nouvelle biographie de Pierre Restany écrite par Henri Perrier. Donc on est très content d'avoir ici Henri parmi nous aujourd'hui. Et puis à sa droite, il y a Gonçalves, qui est l'initiateur de ce symposium. Beaucoup de collègues à Paris ont organisé un symposium très intéressant il y a 7 ans sur Pierre Restany, et le résultat a été cette publication en français qui a été publiée. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des articles, 20 ou 30 artistes qui connaissaient Pierre Restany et qui ont écrit à propos de sa vie, à propos de ses activités. Et puis, à l'extrême, on peut commencer avec un document d'introduction sur Pierre Restany, mais pour conclure, on peut aussi parler des connexions plus larges de Pierre Restany, et l'orateur sera Madame Lisbeth, qui parlera aussi des connotations de Pierre Restany sur le travail. On peut parler de son travail en Israël, dans le Proche-Orient, et puis d'autres choses aussi. Donc moi, je viens de présenter tous les membres du panel. On commence avec un petit texte, si vous permettez, parce que moi, je voudrais bien définir Pierre Restany dans ses activités dans le monde, et surtout en ce qui concerne l'AICA. Le rôle de Pierre Restany à l'intérieur de AICA ou pour l'AICA, et soit ici dans l'ex-Tchécoslovaquie, mais aussi en Pologne, pendant les années les plus difficiles de la guerre froide, c'est-à-dire les années 60. Et si vous permettez, je commence en lisant ce petit texte. Avant tout, il faut dire que il a vu beaucoup de choses dans l'Ouest pour ses œuvres, et les artistes ne voulaient pas être isolés ici dans l'Europe de l'Est. Ils ne voulaient même pas émigrer. Donc lui, il a été un critique et un commissaire très intéressant, très accepté dans l'Ouest, et il a travaillé surtout dans les années 60-70, quand Paris était vraiment la véritable capitale de l'art. Et il a toujours essayé de connaître aussi les contextes sociaux de l'art dans le monde entier. Il est une personne qui a été aussi représentative d'un mouvement qui s'appelle le Nouveau Réalisme en France, à Paris. Et il a été aussi quelqu'un qui appréciait l'art de la Pologne et de la Tchécoslovaquie à l'époque. Il concevait tout ça avec un autre point de vue, pas seulement comme quelque chose à consommer, comme un art qui doit être consommé, mais il montrait aussi les valeurs institutionnelles et les rapports. Ces rapports, par exemple, avec le palais de Tokyo, c'est quelque chose qui est remarquable. Il voyait toujours l'interaction sociale, il voyait toujours l'opération et des personnes jeunes. Souvent, il parlait de choses qui pouvaient être aussi définies comme utopiques. Il y avait des impulsions très propres et très pures. Donc il a fait aussi ce saut dans l'Europe centrale, l'Europe orientale, comme
un mouvement dans l'inconnu. Comme en tant que commissaire et que critique, il a commencé une coopération avec l'ICA et avec les collègues dans les autres pays. Il a ouvert des canaux de communication entre l'Est et l'Ouest. Il a essayé toujours d'éviter le radar idéologique politique, les contrôles politiques. Il a toujours été assez prudent pour éviter des problèmes avec les contrôles. Le congrès de ICA en Pologne en 1960 a été quelque chose de très particulier pour la critique d'art. Le congrès avait été présidé par John McPherson et il a présenté des textes. Dans le congrès, des textes de Restani ont été présentés sur la situation de l'Europe orientale. Il y avait une cinquantaine de participants, et la plupart de Pologne, mais aussi d'autres pays de l'Europe occidentale. Il y avait Jacques Lessaigne aussi, Pierre Restani, comme je viens de dire. Après, il y avait des représentants des États-Unis, aussi James Johnson Sweeney, qui était président, à l'époque était président de l'association américaine. Il y avait aussi des représentants du Brésil, de l'ex-Yougoslavie, du Sri Lanka, d'Égypte et du Mexique. Il y avait aussi 5 représentants de l'ex-Tchécoslovaquie, comme Milan Kniž, c'était un de ses représentants. Il y avait aussi Juliusz Taszyński, président polonais de l'association, et qui conduisait le thème principal de la discussion, c'est-à-dire l'art à différents niveaux de construction, différents niveaux de production artistique. C'était ça la thématique qui avait été discutée. Et il y avait aussi le commissaire du réalisme d'une exposition sur le réalisme de Moscou. Et Piotr, hier, il nous a dit certaines choses étaient perçues comme des scandales en Russie. Les soviétiques n'acceptaient pas ce type d'art, alors que les nouveaux réalistes, ils n'acceptaient pas le réalisme socialiste. Puis Restani, il a aussi travaillé, coopéré à Cracovie, et il s'est rencontré avec Tadeusz Kantor, qui était à l'époque directeur du théâtre. Et il était un personnage très connu en Pologne à cette époque, et il était un représentant de l'art informel. Il a rencontré aussi des représentants du musée Stucky. Il a rencontré plusieurs artistes, comme Alina Jakocki, qui s'occupait de sculpture. Et maintenant, elle est très célèbre en Pologne. Finalement, elle a trouvé sa gloire. Et puis, Restani a participé aussi au congrès en Tchécoslovaquie. C'était en 1966, congrès tenu à Prague et à Bratislava, où il a vraiment... à Bratislava, il y a eu vraiment des échanges très forts entre l'Est et l'Ouest, entre les visions de l'Est et les visions de l'Ouest. Il y avait une forte représentation de la Tchéquie avec plusieurs nouveaux membres. Par exemple, Indik Cheropetsky, qui était un ami de Pierre Restani. Et puis à Paris, l'année précédente, M. Michko, président de l'ICA Tchécoslovaquie, avait proposé de faire une exposition des artistes tchèques et slovaques avec la contribution de ces artistes au surréalisme européen. C'était à l'époque avant, déjà à l'époque avant 1948, on voulait faire une exposition de tel genre, et il y a eu une petite exposition avec des formes particulières et avec des réactions aussi particulières de la critique de l'art dans l'Europe de l'Est. Et il y avait aussi un effort de définir les fonctions de la critique de l'art, le rôle du critique et les problèmes et les responsabilités qui doivent être comprises du point de vue du critique de l'art. Et il y avait une délégation très, très forte, comme aussi à Varsovie. Il y avait des représentants de la section roumaine aussi et de l'Allemagne de l'Est.
il y avait aussi des observateurs de l'Union soviétique. Donc c'était un événement très très intéressant. Et Pierre Restani a donné une petite relation sur la critique sur le rôle du critique de l'art. Et il y avait un jeune artiste tchécoslovaque, Alex Minarchik, qui est ici et qui, à l'époque, coopérait à la préparation de cette conférence, une conférence qui a été toujours amicable, et Pierre Restani avait déjà alors parlé d'une diramation slovaque du nouveau réalisme, d'une branche slovaque. Et il y avait aussi un manifeste dont on a déjà parlé, le manifeste de Jan Filko. Et M. Minarchik et d'autres aussi se sont basés sur ce manifeste pour faire d'autres activités en Tchécoslovaquie. La conférence, comme je dis, elle s'est tenue soit à Prague, soit à Bratislava. Et à Bratislava, Minarchik, Restani et Dragon, ils ont consacré ils ont fait une performance qui était une sorte de protestation contre le gouvernement, contre le pouvoir, d'une certaine façon, avec une petite exposition d'artistes, de peintres. Mais cette exposition, puis elle a été déménagée de Bratislava à Brno, toujours pour des raisons, on va dire, politiques. La coopération donc avec Restani a trouvé son apogée en septembre 72 dans un événement à Žilina, en Slovaquie, avec Čaropecký. Čaropecký était un artiste très, très connu à l'époque. Et si on regarde les années 70, il faut dire que dans les années 70, il y avait le pouvoir du régime totalitaire était très fort. C'était l'époque appelée normalisation. Il y avait des décrets, des arrêts du gouvernement pour soutenir exclusivement le socialisme, le réalisme socialiste. Et dans ces déclarations, le régime totalitaire condamnait la conférence AICA de 66. Il l'a considérée comme une propagande de la politique étrangère de l'Ouest. Et il faut dire qu'à niveau international, ce qui s'est passé dans cette conférence a été très apprécié. C'était une période difficile pour ce pays. Et plus tard, il y a un autre personnage, Šedlík, qui est devenu le président de la maison éditrice nationale de Prague et qui invitait souvent Restani à Prague. Et il y a aussi une anecdote que Restani allait souvent en été en Slovaquie où il rencontrait ses amis. Et pendant cette période, il avait des contacts très étroits avec d'autres amis, pas seulement avec Čaropecký, mais aussi avec d'autres. Et après 1978, après l'invasion soviétique du pays, ils voulaient organiser une exposition aussi avec Petr Kahn, qui était le représentant du constructivisme tchèque. Ils avaient aussi une correspondance mutuelle très, très intense. Et puis, il a travaillé aussi à Bochum, en Allemagne, en exil. Et ils poursuivaient, ils avaient des efforts communs qui étaient reliés au printemps de Prague, aux idées du printemps de Prague. Ils voulaient comprendre un petit peu quel est le type de la liberté des futurs enfants de ce pays, de l'ex-Tchécoslovaquie. Donc, voilà, c'était les relations, les rapports entre ces artistes. L'orateur lit maintenant quelque chose de la correspondance et on pourrait continuer après à lire
quelques passages de la correspondance si on a le temps. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de Restani, mais je pense que comme introduction, pour le moment, tout ce que je viens de dire est assez. Et je peux donner la parole à Madame Jean-Marc. Sur les archives de la critique d'art, Restani et les archives de la critique d'art. Restani a été un de ceux qui ont permis aux archives de la critique d'art de se développer, parce qu'il était aussi conscient de l'importance de ses propres papiers pour la connaissance de l'ensemble de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Et il a commencé à donner une partie de ses archives dès 1989, et le dernier versement est arrivé de sa famille, enfin de ce qui restait de la famille, en janvier dernier. L'ensemble de ces documents représente 500 mètres linéaires, c'est-à-dire des dizaines de milliers de catalogues et de livres, des dizaines de milliers de photographies, d'œuvres d'artistes, d'expositions, de rencontres avec les artistes, avec d'autres collègues critiques d'art et toutes sortes d'autres événements qui marquent la vie artistique depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. L'ensemble de ces collections est extrêmement complet, c'est-à-dire que Restani gardait absolument tout ce qui lui passait entre les mains dans son activité journalière. Donc, s'il avait un contact avec un artiste qui lui donnait un catalogue, ensuite il glissait des invitations, les photos, les courriers, et on retrouve tout cela. Par exemple, pour les photographies, on trouve un ensemble de photographies d'exposition qui, déjà en tant que tel, permet, alors qu'on commence aujourd'hui à s'intéresser à l'histoire des expositions, d'avoir des vues de toute première qualité et en très grand nombre. Pour la correspondance, il y a des dizaines de milliers de correspondances avec des artistes, c'est-à-dire que, par exemple, on doit trouver les courriers que Pierre Restani a écrits à Alex Mlynarczyk comme ceux que Alex a pu lui renvoyer. Mais avec des artistes sur la planète entière. Ensuite, Restani écrivait des lettres à un certain nombre de personnes qui étaient soit des collectionneurs, des marchands, d'autres critiques, des directeurs de musées, etc. Et il rédigeait ces lettres comme s'il rédigeait un véritable article. Une grande partie de ce matériel est complètement inédit, à l'exception de ceux qui ont été reproduits dans les actes du colloque publié par l'Institut national d'histoire de l'art. Il y reste encore beaucoup de choses à publier. Et je crois que c'est aux chercheurs dans des différents pays, dans les différents spécialistes des différents courants, de venir chercher ces documents pour les exploiter et les ajouter à leurs publications et les exploiter dans leurs recherches. Parce que Restani, à côté du fait qu'il était le maître du nouveau réalisme et qu'il était devenu, sur ce plan-là, une vedette internationale, était aussi un observateur très fin de la scène artistique en général, mais d'une part dans un sens très large, puisqu'il ne s'intéressait pas simplement aux arts plastiques au sens restreint du terme, mais qu'il a pu s'intéresser au design, à l'architecture, et l'ensemble de son intérêt était synthétisé dans une approche sociologique qu'il avait acquise auprès de Giancarlo Argan, qui a été son maître en histoire de l'art. Par exemple, on pense toujours que la notion d'approche sociologique du réel
est une invention pure de Pierre Restany. Elle est très inspirée de l'analyse que Argan a fait de l'histoire du Bauhaus. Et elle trouve sa fondation dans cette idée-là, dans cette méthodologie, une certaine forme de méthodologie de l'histoire de l'art. Donc, en ce sens, Restany est à la fois un théoricien, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est nourri aux méthodologies les plus élaborées de l'histoire de l'art, et puis en même temps donc un observateur de la politique artistique. Il faut savoir qu'il a pris par exemple une part très importante dans le soutien à un conservateur qui était actif à Paris entre les années 50 et 80, qui était François Mathey, qui est à l'origine de la création du Centre Pompidou et de l'ensemble de la politique de soutien à la création artistique en France, à une période où justement les ministères avaient du mal à faire une place pour ce type d'activité dans la société. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on va pouvoir découvrir pour pouvoir écrire une histoire. Et ces archives sont des archives dont vous devez vous saisir, ou vous approprier les éléments et les sources pour pouvoir avoir étayé vos publications, vos recherches et développer vos interprétations de toute cette histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Merci. On va passer la voix à Henri Perrier qui va mettre du chair sur le skeleton, peut-être. Oui, je vais d'abord dire un mot en français. Je voudrais dire ma petite conférence, mon petit texte. En fait, il y a trois parties. La première partie, c'est la description du process, au fond, parce que, vous savez, quand j'ai commencé à écrire cette biographie, il y a plus de 20 ans, tous les gens que j'ai rencontrés, même les gens du milieu de l'art, me disaient « Mais pourquoi tu écris une biographie sur Pierre Restany ?» Enfin, tout le monde était un peu dubitatif. Et puis maintenant, pour les 10 ans de sa disparition, parce qu'il est mort en 2003, et nous sommes en 2013, tout le monde me dit, beaucoup de gens m'ont dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une nouvelle édition de ta biographie ?» Alors voilà, donc ça sera la première partie. La deuxième partie, évidemment, je parlerai de cette extraordinaire performance qu'avait réalisée Alex Mlinarchi, qui est venu spécialement de Paris aujourd'hui pour être présent pour Restany. Et la troisième partie, je dirai quelques mots sur l'importance de Restany. Voilà. Alors, in 1982, I go often to New York and I meet Andy Warhol. En 92, j'allais souvent à New York et je me suis rencontré avec lui plusieurs fois et je demandais aussi, vous connaissez Pierre Restany? Je dis oui, je le connais. Beaucoup de gens connaissaient Pierre Restany à New York, il était un mythe. Et parmi ces gens, il y avait aussi Andy Warhol. Quand Andy Warhol vous dit qu'un critique français il est un mythe, donc ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que ça c'était un des moments dans lequel j'ai commencé à m'intéresser à Pierre Restany. En 1960, Pierre Restany avait fondé le nouveau réalisme avec Yves Klein, Armand Remoy, avec beaucoup d'autres artistes comme Reiss, etc. C'est-à-dire c'est des noms importants qui ont signé le manifeste du nouveau réalisme. Il s'agit d'auteurs très célèbres et voilà, c'était le nouveau mouvement. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'informations qui commençaient à se différencier, c'est-à-dire des informations qui n'étaient pas toujours les mêmes. Il y avait beaucoup d'artistes qui formaient l'art à l'époque et qui voyait ce critique comme un homme qui s'intéressait à certaines théories et qui s'occupait aussi de leur développement dans les autres pays du monde. Yves Klein, dans sa carrière courte, il était toujours soutenu par Pierre Restany.
il avait toujours le soutien, l'opinion favorable de la part de Pierre Restany. Il est dans les ouvrages de Klein, dans ses expositions, souvent dans les introductions, il y avait quelques articles écrits par Pierre Restany. Donc, Pierre Restany, il trouvait le trait d'union entre le rôle classique du critique de l'art et cette nouvelle façon d'expression artistique. En même temps, dans le magazine italien Domus à Milan, il y avait eu des articles de Restany publiés, des articles sur le nouveau réalisme, et il s'agissait effectivement de nouvelles visions, des visions avec un bon ton politique aussi, si l'on veut. Parce qu'il se basait sur l'image du champ de bataille. En 3 ans, le nouveau réalisme a changé de rôle. Il a construit des contacts plus larges avec les avant-gardes américaines. Et cette hégémonie de Paris, à l'époque, commence à diminuer, commence à réduire. Je me souviens, les premiers textes de Restany, j'étais très intéressé en 92 à West Broadway, à New York, quand j'étais avec un marchand d'œuvres d'art et je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez de Restany, et lui il me dit Restany est un personnage illustre de la scène artistique française. Il ne sera jamais ministre de la Culture, mais il est très important dans la critique de l'art. J'ai rencontré pour la première fois Restany en 89 à l'hôtel Manzoni à Milan et je voulais présenter là des projets, et pendant cette rencontre, j'étais complètement ravi de ces théories, de ces opinions, des opinions de Restany sur l'énergie, sur la façon de laquelle il a réagi à la conception des nouveaux projets des artistes avec lesquels j'étais là à Milan. Dans cette phase, dans ce moment, j'étais en contact avec ce mythe, le mythe de Restany, comme Andy Warhol l'avait défini. Et je le considère vraiment une personne importante, un personnage important. Et il a beaucoup d'admirateurs, comme par exemple Castiello, Yves Berger. Et je me souviens qu'à l'époque, je lui avais présenté aussi certains articles que j'avais écrits sur Restany, et ces articles avaient été refusés d'abord. Mais il faut dire encore que les thèmes que vous pouvez trouver sur mes livres, les conclusions de mes livres vont au-delà de ce que je pensais au début, de ce que j'avais pensé à l'origine. Je n'étais pas décevant. J'ai passé presque une décennie sur ces études et je me demande si est-ce que le nouveau réalisme pouvait exister même sans Pierre Restany. Voilà, ça c'est la réponse est non. Non, le nouveau réalisme ne peut pas exister sans Pierre Restany, parce que mon livre, il est complètement possédé par ce critique de l'art. Il faut dire qu'il y a plusieurs artistes qui maintenant ont une position dominante. Il n'aurait pas cette position si Restany n'était pas si têtu. Il y a beaucoup d'artistes qui sont célèbres, puis dans les années 60, quand on a commencé, on parlait aussi de scandales, quand on montrait des voitures complètement cassées ou d'autres œuvres de ce genre, bizarres. Et par exemple comme César, l'artiste César.
Et si César n'était pas soutenu par Restani, on peut dire que César aujourd'hui, il ne serait pas célèbre, il ne serait pas connu. Donc, je dois. Un autre exemple peut être aussi Yves Klein. Yves Klein a eu, Restani a eu une influence fondamentale sur ce, sur cet artiste. Et je pense que sans Restani, Yves Klein ne pouvait même pas exister. Et je suis relativement convaincu, je ne suis pas le seul qui a cette opinion. Il y a plusieurs autres experts qui peuvent penser la même chose, comme Pierre Cavin, Pierre Descartes, Otteran. C'est des critiques, c'est des artistes. Il y a aussi des artistes comme Gianni Berti, Palmalos. Et tout le monde, eux aussi, par exemple Aline aussi, la première femme de Restani, la deuxième femme de Restani aussi. Tout le monde pense la même chose. Tout le monde pense qu'il était un philosophe de l'art, un talent de la théorie. Et il est important de le rappeler parce qu'il y a plusieurs artistes qui au début ont des doutes sur leur création. Aussi quand on parle du design italien comme Mendini, Alessandra Mendini ou Abranzi, ou le même Caravane même. Ils ont dit que quand ils ont rencontré Restani, ils ont dit que c'était l'événement de leur vie, la chose la plus belle qu'ils ont vécue dans leur vie. Et la même chose s'est passée en Brésil en 92. Et Restani avait été invité à une conférence sur l'environnement à Rio, au Brésil. Lui, il était là avec d'autres artistes et ils ont écrit le manifeste de Rio Negro. C'était un manifeste très important. Et puis, il y a aussi un autre aspect fondamental, c'est que Restani est une personne qui supportait et soutenait des opinions qui déjà à l'époque étaient en conformité avec les priorités du Brésil, mais du Brésil du XXIe siècle. Donc Restani, à la fin des années 70, avait déjà anticipé des thèmes qui sont importants aujourd'hui au Brésil. Donc il était comme un gourou, comme un alchimiste. Peut-être que j'utilise des mots exagérés, mais il est vrai, ça décrit très bien la position de Restani. Moi, quand je voyageais avec lui, on a voyagé dans tous les pays du monde pratiquement avec lui et il était toujours très bien apprécié partout. Son mouvement aussi était considéré un mouvement important, surtout si on pense qu'ils avaient créé la première exposition pop à New York avec la définition nouveau réalisme. Et beaucoup de gens font semblant d'avoir oublié, mais non, il faut le répéter. Restani ne doit pas être considéré seulement dans le cadre du nouveau réalisme. Le nouveau réalisme, c'est quelque chose d'important, mais il faut aussi voir ses textes, ses manifestes. Par exemple, le manifeste de Rio Negro, qu'il a écrit quand il était en voyage sur le fleuve Amazon. Là, il parle des problèmes environnementaux de l'Amérique latine. Il parle de l'histoire, il relie à l'histoire de l'art. Donc lui, il est une des personnes, un des historiens de l'art qui ont donné des travaux fondamentaux. Sans ces travaux, l'histoire de l'art aurait un autre aspect. Il faut aussi se souvenir de sa gloire, de sa réputation ailleurs, par exemple en Italie, en Espagne, en Allemagne et dans l'Europe de l'Est, aux États-Unis, en Corée, au Japon et dans l'Amérique du Sud, par exemple en Argentine et en Brésil, où ses activités étaient vraiment appréciées. En ce qui concerne l'Europe de l'Est, comment ici, aujourd'hui, à Košice, on n'aurait pas pu... comment on pourrait parler
Restani, si il n'a pas pu, s'il n'avait pas fait tous ces pas à l'époque de la Tchécoslovaquie, donc de la République socialiste tchécoslovaque. Ici, à nos côtés, nous avons l'artiste M. Alex Mlinarčík. Lui, il est parti à l'époque pour pouvoir rencontrer ce critique d'art français. Et lors de son séjour à Paris, il a mieux compris même son propre œuvre en rapport avec l'histoire de la critique d'art. En 1969, il est parti pour participer au congrès de l'AICA et ce mélange de la culture à haut niveau du système totalitaire et des autres ingrédients à Prague a posé Restani dans une position très spécifique parce que Restani, il ne faut pas l'oublier, il était très connu par ses scandales. Il aimait montrer à ses collègues certains signes de comportement très spécifiques. Et tous les participants du congrès sont partis après à Bratislava pour y participer à la deuxième partie du congrès, mais son rapport, son amitié avec Mlinarčík a causé une autre exposition. Ils ont connecté tout cela avec les activités du nouveau réalisme. C'était finalement l'action Spectaculus. Après le printemps de Prague et après l'invasion des armes du parc de Varsovie, cette influence était très notable, très importante. Monsieur Mlinarčík voulait faire tout son mieux. Les expositions à Prague et à Bratislava ont été préparées de façon très détaillée parce que les artistes ont voulu préparer et montrer toutes les œuvres en détail. À Bratislava, il y a des œuvres des petits, des jeunes artistes. Les participants ont été inventés pour participer à une exposition à Brno. Le jeune Mlinarčík était mécontent parce qu'il était au courant du fait que la plupart des artistes ne pouvaient jamais partir à Brno. Donc, il a organisé une rébellion, une petite contre-action. Il a loué les locaux des toilettes publiques sur la place principale à Brno. Et là, il a organisé son exposition. Bien sûr que cette action a été soutenue par Restani. Après, ce sont les flics qui sont arrivés. Et le jeune Mlinarčík a expliqué aux flics de ne pas vouloir faire une rébellion, seulement d'expliquer des aspects sociologiques dans les locaux des toilettes publiques. Après, à Bratislava, il y a des autres expositions, une des autres activités du congrès. Il y avait des lettres d'invitation avec les articles. Mlinarčík a préparé sa propre lettre d'invitation pour cette anti-action, pour cette anti-exposition. Il les a laissées, ces lettres d'invitation, dans les lobbies de tous les hôtels. C'était à même heure que l'exposition officielle. Tous les participants étrangers, finalement, sont venus participer à la contre-exposition, à l'anti-exposition, parce que Pierre Restani a influencé, a persuadé tous les participants d'aller plutôt participer à l'exposition de Mlinarčík. Mlinarčík s'est préparé des propos, une allocution d'entrée. C'est la marche de Radetzky de Strauss qui a pu être entendue dans ces locaux. Les critiques ont réagi de façon positive. Le jeune artiste signe les livres
qui se trouvent dans le local. Mais imaginez-vous quel scandale ça a pu être parce que les représentants du régime communiste totalitaire étaient fâchés. Restani a dû s'enfuir de la capitale Bratislava en Provence. Bien sûr que dans la presse, vous trouvez les articles qui maudits, qui migrent Restani. Et maintenant, je vais vous dire qu'il faut, si vous pouvez maintenant se mettre debout et d'applaudir Mlinarczyk parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est très admirable. Maintenant, je voudrais retourner à ma biographie, l'alchimiste de l'art ou le prophète de l'art. C'est l'intitulé de mon livre. Le prophète, qu'est-ce que c'est que ça? Le prophète, c'est quelqu'un qui prévoit le futur. La même chose, on peut l'appliquer à Pierre Restani, parce que si vous lisez ces articles, par exemple, la nouvelle aventure de projet, le second manifeste, 40 degrés au-dessus de Dada, c'est le 3e manifeste. Tous ces articles sont très intéressants. Puis, à Munich, 1963, les deux introductions, Minute et Vérité, New York, l'autre face de l'art, 30 ans de nouveau réalisme, puis le livre sur Yves Klein et l'interview qui a été écrite pour l'exposition du nouveau réalisme dans le musée de la ville de Paris, Livre blanc, Livre rouge. Tout cela est très intéressant. Le texte qu'il a écrit pour la monographie d'Alex Mlinarczyk en 1994, où il dit, à part le texte classique sur cette aventure du royaume inventé. En ce qui concerne les choses inventées, il a inventé le nouveau concept, le nouveau réalisme, mais aussi la façon d'apprendre, d'approche à ce nouveau réalisme. L'autonomie expressive de l'objet, c'est la notion qu'il a inventée aussi. Donc, une partie intégrante de nos échanges sont présentés ici dans ce livre. Lui, il nous a montré comment créer un dictionnaire de ready-made. Le nouveau réalisme, c'est Dada, ce n'est pas une île isolée, mais c'est l'outil pour comprendre les autres choses. Comme il l'a dit, c'est l'un des plus essentiels coups de force du XXe siècle. Il ne s'agissait pas d'une série d'outils, mais d'un appareil conceptuel pour comprendre le monde dans lequel on vit. Lui, il a ouvert aussi la question de l'écologie au Brésil, mais aussi la question de l'approche envers les sous-cultures. Le manifeste de Rio Negro, comme c'était bien dit, présente d'une certaine manière une défense écologique. C'est quelque chose qui est venu 10 ans après l'écriture de ce manifeste dans le monde entier sur la scène. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de force, qui était renommé par nombreux aspects de lui. C'est un personnage illustre. J'espère que cette biographie pourrait un tout petit peu recréer cet univers dans lequel il fonctionnait,
parce que grâce à cette correspondance, on pourrait trouver tous ces détails qui créent cet univers. Et lui, pour lui, la critique, ce n'était pas un attaque, mais plutôt un style de vie qui a été vécu par lui vraiment à la hauteur et de façon très compréhensible. Merci Henri, c'était absolument fascinant. Je vais tout de suite passer le microphone à l'artiste Alex Mlynarczyk pour nous donner la réponse peut-être et pour nous élaborer ces scènes dionysiaques à Bratislava. Bonjour. Une fois, j'ai venu chez Pierre et je lui ai dit, écoute, j'ai décidé d'apprendre la langue française, vraiment. Et il m'a dit, Alex, fais pas ça. Tu vas complètement perdre ton charme bulgare. Alors je m'excuse que mon français, c'est un français bulgare, ou slovaque, si vous voulez. Bien. Merci beaucoup pour tous les mots à mon adresse, à moi, à ma vie avec Pierre Estany. J'ai vécu avec lui 39 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. C'était fantastique, c'était une époque incroyable, c'était un rêve. Et j'ai venu à Paris première fois en 1964, c'est-à-dire c'était 4 ans après la première formation de nouveau réaliste. Comme vous tous savez bien, qu'est-ce que c'est devenu, quelle révolution c'était, etc., etc. Mais j'ai venu dans un bon temps parce que c'était le moment quand a été formée la deuxième vague de nouveau réalisme, un petit peu influencée par les nouveaux réalistes classiques, à un côté, à l'autre côté, un peu par Alan Kepro, le fameux américain, et peut-être un petit peu avec Wolf Foster, l'allemand. Mais nous avons trouvé peut-être un petit mieux les gestes d'Alan Kepro qui n'étaient pas tellement durs comme tout l'art allemand, un peu dur. Alors, et ça ouvrit un grand chemin, un grand et large chemin pour avancer les idées des nouveaux réalistes de l'année 60 et après. Et nous avons commencé à faire s'appelle-t-il aujourd'hui l'art d'action ou performance ou happening à l'époque. Vous, les critiques d'art, vous cherchez toujours, malheureusement, vous cherchez toujours une boîte où il faut fermer quelque chose. Mais je ne suis pas tellement d'accord parce que l'art action, l'art performance et tout ça, ce sont les noms, mais en principe, c'était l'art vivant. L'art vivant, moi je dis l'art vivant, et le source pour tous les gestes sont été chez le peuple, chez les gens. Et par exemple, si j'ai la parole, je peux parler pour moi. C'était énormément important la communication avec les gens. Je ne me déclarais jamais dans mes expériences comme un gourou, comme un type comme ça. Non, ce sont été les contacts avec les gens et j'ai préparé mes actions pour les gens. Et j'ai demandé les gens, pour participer et créer la chose avec moi. C'est-à-dire que la plupart des cas, ils sont faits 80% des choses, d'actions
était faite par les gens. Bon, alors ça j'ai trouvé comme la plus grande influence de Pierre Estany c'était pas il enseignait jamais, mais il fait une atmosphère fantastique, une atmosphère pas croyable. Et finalement, il a fondé, il a cassé l'école de Paris, la classique, l'école de Paris, qu'elle était par les copistes et par les épigones faiblit plus en plus. Et il a fait une chose que l'on connaît aujourd'hui, c'est la globalité. Alors il a fondé un groupe, une assemblée des artistes qui sont de tous les coins du monde. Je me souviens très vivant au moment fantastique quand on s'est réunis par hasard dans les bistrots, ou je ne sais pas où, à Paris et ailleurs aussi. Et c'était un Japonais, un Américain, un Suédois, Gianni Bertini, Italien, etc., etc. On ne savait pas qui vient d'où, mais on savait bien que chacun de nous a apporté quelque chose de spécial, parce qu'on connaît bien que les Japonais sont très très spéciaux, les Américains du Sud sont très spéciaux, etc. Et moi, j'ai la grande chance, une chance de ma vie, que j'ai pu là présenter un peu l'esprit des petites Slovaquies, qu'elle est enfin un pays, qu'elle se trouve à la frontière entre la Byzance et l'art occidental, c'est-à-dire parce que c'est aussi dans la religion ici qu'il y a, par exemple, à Est de Slovaquie, c'est-à-dire ici un peu, il y a la pravoslavie, la orthodoxe, oui, et l'autre côté, ce sont plutôt les catholiques et évangéliques. Bon, mais chaque religion apporte un peu une atmosphère spécifique. Les orthodoxes, c'est clair, avec la musique, avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a, les bougies, etc. Alors, Slovaquie, c'est un pays qui est vraiment à la frontière, ça. Et Pierre Estany, il a vu ça, il a senti ça, et c'était un grand ami de l'art tchécoslovaque, et spécial aussi de l'art slovaque. Et avec sa personnage, il a influencé beaucoup de progrès. Mon amie Susanna va dire un peu mieux après qu'est-ce que c'est devenu après sa première visite en Slovaquie, 1966. Après Pierre Estany, il était aussi le seul critique d'art d'Occident qui est venu ici en permanence. Il est venu chaque année, chaque 2 années en Slovaquie. Il connaît la Slovaquie peut-être un peu mieux comme les Slovaques, beaucoup des Slovaques, etc. Malheureusement, comme vous avez écouté, que moi je n'étais pas tellement aimé par la politique de ce temps-là, etc. Et à l'année 1972, c'est-à-dire c'était 4 ans après l'invasion des Russes en Tchécoslovaquie, alors la force politique était dans les mains des gens brejneviennes. Alors c'est retourné une politique, une atmosphère vraiment une dure dictature. Et en 1972, Pierre Estany il était déclaré comme persona non grata. Et c'était pour lui après une fermeture. Et il est venu en Slovaquie après le changement politique, c'est-à-dire 1989. Bon, qu'est-ce que je vais dire enfin? La vie avec Pierre Estany était bien pleine de couleurs
parce qu'il n'était pas un teacher, il était un ami très très gentil, énormément gentil, doux. Il n'a jamais dit comme critique d'art, il n'a jamais dit à quelqu'un, écoutez monsieur, vous êtes dingue, ça qu'est-ce que vous faites, c'est rien du tout. Non, il n'a rien dit ça. Si il a vu une chose qu'elle était, à son avis, rien du tout, il était silencieux. Et peut-être, s'il a dit quelque chose, il a dit quelle tristesse, mais rien plus. Mais si il a vu quelque chose qu'elles sont fascinants, intéressants, ou nouveaux et fraîches, alors il était vraiment comme un gosse c'était un grand plaisir pour lui dire aux gens, à Eric Dittman, à Gianni Bertini, à Kudo, etc., que c'est fantastique, c'est fameux. Alors comme ça, nous avons passé, et moi inclus, avec Pierre Estany. J'ai jamais exposé en Tchécoslovaquie. D'aujourd'hui, j'ai jamais exposé, parce que le programme de Pierre Estany, les expositions partout, autour du monde, à Japon, à Brésil, à New York, à Australie, c'était vraiment, la vie était remplie avec les choses, avec les grandes manifestations. Je me souviens à Corée, Jeux olympiques, tout ça. Alors c'était une vie vraiment miraculeuse. Et Pierre Estany, c'est pour moi vraiment un père psychique et ça c'est une source énorme, tout ça. Bon, je vais avec mon accent bulgare vous pas ennuyer, mais j'aime bien une chose, si c'est possible. Restons maintenant, nous tous, un peu silencieux, en train de penser à Pierre Estany, qui a mouru avant 10 ans. Merci. Bonjour. Je suis ravie d'être ici, près des amis de Restany, de plusieurs coins du monde. Et merci beaucoup aussi au président de AICA français, avec un entretien qui était très très intéressant. C'était peut-être une des dernière rencontre avec Pierre Estany que j'ai connue aussi grâce à Alex. Et vraiment, je peux seulement dire, après tout ça qui a déjà été dit, que Pierre Estany était un homme énormément amical, énormément ouvert, et il n'a pas fait la distance entre quelqu'un qui le connaît il y a longtemps et quelqu'un comme moi, par exemple, que j'ai connu seulement après la révolution de velours. Je lui ai rencontré plusieurs fois, j'ai fait un entretien avec lui. Il a eu toujours le temps pour moi quand j'ai voulu le rencontrer, aussi en Slovaquie, aussi à Paris, vraiment, c'est vrai, seulement. Bon. En dehors de mes souvenirs personnels, je veux seulement dire que l'influence de Pierre Estany à l'art, au mouvement de l'art, de la vie artistique en Slovaquie dans la deuxième moitié des années 60 est vraiment énorme. On a dit que sans Pierre Estany n'était pas le nouveau réalisme n'était pas né, n'était pas existé. Moi, je peux dire que l'art slovaque, l'art jeune
à la Slovaquie, pas seulement la jeune de deuxième moitié des années 60, n'était pas visible pour l'Europe sans l'influence, sans l'amitié, sans Pierre Restany, sans son intérêt à propos d'art slovaque. Moi, je peux seulement souligner ce qu'a dit Alex et les autres collègues, mais on peut aussi dire que sans Pierre Restany, on n'a pas eu aussi des événements vraiment, des grands événements artistiques, ça veut dire des expositions qui étaient formées la vie artistique en Slovaquie dans cette époque-là. Moi, j'ai étudié un peu à Château-Giron, dans les archives restaniennes, et j'ai lu la correspondance dans les boîtes, dans ces archives, et voilà, il s'est occupé pas seulement aux artistes, il s'est occupé de sa vie quotidienne, parce qu'il y en a tant de lettres quand on a écrit les artistes à Pierre Restany, quand ils ont voulu voyager à Paris, ils ont invités, parce qu'il faut imaginer que c'était le système politique et totalitaire, et sans l'invitation, on a pu aller, on a pu voyager à l'étranger, n'est-ce pas? Les jeunes collègues peut-être ne savent pas ça. Mais bon, il s'est engagé pour ces invitations, mais pas seulement pour ça. Moi, j'ai trouvé une grande correspondance parmi Lubor Kara et Pierre Restany. Et vous savez, on ne sait pas en Slovaquie que toutes les adresses, tous les contacts pour Lubor Kara, si c'était les symposiums les symposiums de la sculpture en pierre, en bois, ça veut dire à Vyšné Ružbachy, à Piešťany, c'est toutes les adresses, tous les contacts étaient faits par Pierre Restany. C'était grâce à lui que Lubor Kara a contacté les gens du monde, d'Europe, de la scène artistique. Et en plus, aussi, ces grandes expositions Socha Piešťanských parkov, la sculpture, c'était une des grandes expositions de sculptures en extérieur. C'était la même chose. Beaucoup de lettres qu'on a envoyées Lubor Kara à Pierre Restany pour prier, faire les contacts pour ces expositions. En plus, en 1968, une grande exposition pour les jeunes Danuvius. C'était la même chose. Toutes les boîtes, pleines de lettres, pleines de conseils, comment ça se fait, pleines de questions. Beaucoup de gens qui s'est adressés à Pierre Restany. Et moi, je ne sais pas où on a trouvé tellement de temps, tellement d'énergie pour être si amical, si ouvert, et quelqu'un qui aide, dans mes yeux, c'est vraiment une chose qui a fait pour que l'art de la Slovaquie n'était pas caché à l'époque, parce que c'est aussi la question pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment faire des choses pour n'être pas caché, pour être un peu plus visible. Voilà. C'est grâce à Pierre Restany. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions encore ouvertes qui attendent que nous travaillons plus pour dire qu'il était très important pour l'art slovaque. Merci beaucoup, Suzanne, pour ce témoignage. Je vais passer maintenant tout dernière à Lisbeth Reboio, qui va nous élargir un tout petit peu le champ de nos connaissances au Brésil. Merci.
Good morning. I'm very pleased to be here in this round table. Bonjour, je suis très contente d'être ici, de pouvoir parler avec vous, avec des gens qui ont beaucoup parlé des contributions de Restani. Moi, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer en 1988 à Buenos Aires. C'était à l'occasion d'un congrès de l'AICA où lui, il était un des orateurs principaux. Et plus tard, je l'ai rencontré aussi ailleurs, par exemple à la Biennale du Mercosur, où il est venu aussi pour présenter certains articles, certaines relations. Donc il avait beaucoup de contacts avec le Brésil, des contacts qui étaient très importants, avec deux moments relevants. Le premier, c'était dans les années 60, quand il a présenté pour la première fois les informations sur le nouveau réalisme. Ce moment est lié à São Paulo, cette ville du Brésil, à partir de 1961. Et Restani est devenu beaucoup important en deux moments, en 65 et en 69. En 65, lui, il a commencé à se poser des questions sur la façon d'exposition des biennales de l'époque. C'était des biennales qui étaient organisées selon les nationalités des artistes, avec des expositions qui étaient basées sur le concept du pays d'origine, en créant donc ce qu'on appelle la représentation nationale des artistes. C'était quelque chose de nouveau, et la critique de Restani, c'était quelque chose de nouveau parce que personne avant n'avait critiqué ce type de regroupement. Restani avait proposé de réorganiser la structure, et il avait dit que l'exposition devait être organisée selon des critères artistiques pour approcher l'art d'une façon critique. C'était le débat, donc c'était un nouveau débat. Il voulait reformuler les idées d'organisation. Il a présenté ses idées à São Paulo et ces idées ont été sur tous les journaux, la presse brésilienne de l'époque. Et en observant la biennale de São Paulo, Restani, il était très proche à Cecílio Macarazo, un patron important de l'art brésilien et le fondateur de la biennale brésilienne. Cecílio appréciait donc les mots de Restani, et en 1967, il avait invité à nouveau Restani pour organiser une exposition spéciale. Et ici, il y a eu une nouvelle proposition de Restani, c'est-à-dire de diriger l'exposition différemment et de se concentrer sur l'art et sur la technologie et d'être en ligne, en cohérence avec l'urbanisme et la nature qui avait été déjà très discutée dans le cadre du nouveau réalisme. Mais dans l'histoire du Brésil, ce moment historique n'était pas trop favorable à l'art. Pourquoi? Parce que la scène politique était très compliquée. À partir de 1964, il y avait une sorte de dictature avec un gouvernement militaire qui était toujours plus dur, il était toujours plus agressif, de plus en plus agressif, et il commençait aussi à faire de la censure vers l'art. En 1967, il y avait une exposition à Rio de Janeiro où la représentation de l'art brésilien devait être envoyée à Paris, mais cette exposition avait été arrêtée par la police, suspendue. Et donc il y a eu aussi beaucoup de protestes, mais il y avait une forte censure de la part du gouvernement. Restani ne pouvait pas, bien sûr, accepter ça. Il n'acceptait pas la censure vers l'art. Il a toujours défendu la liberté d'expression, et il avait commencé à penser à préparer une nouvelle organisation pour la Biennale de São Paulo. Avec Pedroso, ils ont commencé à organiser une proteste internationale qui s'est matérialisée
dans le manifeste non à la biennale. Donc il y avait plus de 300 intellectuels de tout pays du monde qui ont signé ce manifeste. Donc c'était un grand acte de proteste. Et dans la biennale de 69, il y a eu ce boycottage célèbre de la biennale, de l'exposition biennale. Le deuxième moment, comme je viens de dire, de Restani, un moment qui est important, c'est le 69 et puis les années 70. Comme mes collègues ont déjà dit, quand Restani, avec deux autres artistes de l'Europe de l'Est, sont allés au Brésil avec un artiste polonais et un autre artiste serbe, et ils ont fait une véritable expédition dans le fleuve Amazon. Ils ont parcouru pratiquement tout le fleuve jusqu'à la frontière avec la Colombie. Et là, il a vu vraiment la nature du Rio Negro, de ce fleuve, et il a écrit le manifeste du Rio Negro, une sorte de manifeste du naturalisme qui a été aussi après apprécié par les autres artistes principaux. Le manifeste parle de l'Amazone comme la dernière réserve de la nature intégrale, et le manifeste pose aussi des questions et aussi beaucoup de citations. Une des questions principales était quel type de art peut être originé par cet environnement exorbitant, et à partir de plusieurs points de vue. Et les critiques ont donné leurs réponses dans le texte. Il y avait aussi des réponses qui étaient proches d'un naturalisme essentiel et qui n'était pas toujours lié à la continuité du réalisme, du nouveau réalisme. En tout cas, le naturalisme était présenté par Restani comme un sujet, comme un programme ambitieux qui va au-delà des perspectives écologiques. Il s'agit, comme Restani nous dit, c'était plutôt une lutte entre les citations et aussi une lutte contre la pollution objective. La pollution pas seulement de l'environnement, mais la pollution aussi des sens et du cerveau, et tout ça en contraste avec l'air et l'eau. Restani dit qu'il s'agit d'un contexte exceptionnel, celui du fleuve de l'Amazone, et lui, il voudrait retourner à une nature originelle, une nature qui doit être exaltée et qui doit être perçue d'une façon propre, avec beaucoup d'oxygène. Un naturalisme qui est un catalyste et un accélérateur de notre faculté des sens, de la pensée et des actes. Le Brésil, donc, à travers l'impact de l'Amazone sur Restani, a été un état très important pour Restani. C'était une expérience extrêmement importante pour Restani, l'expérience brésilienne. Restani était intéressé à la production Restani a produit deux manifestes, pas seulement celui de Rio Negro, mais après un autre manifeste qui ne parle pas seulement de critique de l'art, mais aussi de nouvelles pensées. Parce qu'il y a une opposition intéressante entre la question du naturalisme et de la nature. Et dans ce moment, dans cette phase du manifeste, et puis dans le nouveau réalisme en général. Il y a beaucoup de choses encore à étudier donc sur Restani. Merci beaucoup à tous les orateurs. Vous avez dit des choses très importantes et maintenant on peut ouvrir une petite discussion. Mais j'ai une question pour Juraj. Est-ce qu'il y a maintenant la pause pour un café ou on peut encore parler 10 minutes, 15 minutes si quelqu'un a des questions? Est-ce qu'on peut? Ok, 5 minutes, très bien. Donc si vous avez des questions, peut-être 2 ou 3 questions brèves, pas de longues questions. Si, je vous en prie, là derrière. Je voudrais commenter ou dire quelque chose sur Pierre Restani à propos de la Corée.
surtout à partir de 88, quand il y a eu les Jeux olympiques en Corée. Et la Corée était en train de passer à travers un boom économique et aussi artistique. La Corée était dans une phase de développement très fort. Et il y avait une association de l'art plastique coréen. Où on parlait aussi des rapports de Pierre Restany avec la scène artistique internationale et aussi coréenne spécifiquement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire exactement? Que quand j'ai présenté, quand j'ai eu une leçon à la conférence de l'AICA à Macao, là, Restany était un des animateurs et il m'a présenté aux autres participants et je pense que Pierre Restany, d'une façon très forte, même en Corée, il a influencé notre scène de l'art contemporain. Et il a aussi aidé à relier, à créer des connexions avec d'autres festivals dans le monde, avec d'autres biennales dans le monde. Donc, il y a plusieurs artistes coréens, y compris moi aussi, nous sommes vraiment grés, nous sommes vraiment contents de tout ce qu'il a fait pour nous, pour notre pays. Il a eu une fonction importante pour notre pays et moi je voulais le souligner ici aujourd'hui devant vous, devant tout le monde. Merci beaucoup. Il est très important de savoir comment toutes les parties, beaucoup de parties du monde, parties très différentes, ont été influencées par Restany. Et comme Restany est apprécié parce que lui, il était vraiment un ami avec tout le monde. C'était vraiment sa façon de se comporter avec les autres. Donc c'est très bien de se souvenir de lui comme ça. J'avais une question pour Henri Perrier en particulier, parce que je pense que dans son livre, il revient sur une période assez peu connue de la vie de Pierre Restany, qui est la période des cabinets ministériels. Et je pense que c'est peut-être intéressant d'en dire 3 mots, parce que je me dis qu'il a peut-être appris beaucoup dans ce contexte, en matière de stratégie et de communication, de manière très politique aussi, pour savoir défendre les artistes qu'il souhaitait mettre en avant. Oui, effectivement, il a eu en fait, son père pensait qu'il allait faire de la politique, et donc la voie naturelle, c'était de venir faire une préparation à Henri IV, puis de passer le concours de l'ENA, ce qu'il a fait par 2 fois. Il a été admissible, mais il s'est toujours arrangé, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, peut-être mais je pense que c'est vrai. Il s'est toujours arrangé pour échouer à l'oral en provoquant les examinateurs. Par exemple, je crois que c'est la deuxième fois, on lui avait demandé quel était son livre favori. Il avait répondu « Poil de carotte ». Et alors on lui demandait pourquoi, parce que c'est vraiment la caricature des rangs de cuir, des fonctionnaires. Alors évidemment, pour entrer dans la haute administration, ce n'était pas la meilleure clé. Oui. Après, il a travaillé avec Corny-Guillon-Molinier, qui était, paraît-il, un personnage absolument fantastique, vraiment un grand aventurier, mais aussi un ministre. Et puis avec Chaban-Delmas. Voilà. Et là, il était là quand il y a eu le problème du putsch d'Alger, donc en Algérie. Il était toujours là, et comment dire, évidemment, lui, il était plutôt pour une Algérie française. Alors, évidemment, à part peut-être Villeglé qui comprenait, oui, Jacques Villeglé qui comprenait ça, mais évidemment, c'était un des rares critiques d'art français à ne pas être de gauche. Voilà.
ce qui lui a valu beaucoup d'inimitié, je pense, parce que, et même encore aujourd'hui, puisque moi j'étais à un dîner où peut-être Orlan était présente, il y a 3 ou 4 ans, chez Guy Peters, à une fameuse soirée, et où j'ai été agressé par un individu qui m'a dit comment tu as écrit un livre sur Restani, c'est un fasciste, c'est un nazi, enfin. Et donc, bon, pendant un quart de seconde, j'ai pensé, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attrapes par le cou. Et puis, bon, je lui ai dit, oui, je pense que tu as raison. Mais à côté de moi, il y avait quelqu'un qui s'est chargé de le calmer. Et je crois d'ailleurs que cette comment dire, pas inimitié, mais cette rage contre Restani est encore présente, parce que je sens poindre des mauvais coups. Voilà, par des gens qu'en plus je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Des gens il va y avoir une conférence à la FIAC, une table ronde, le 24 octobre. Je t'invite évidemment chaleureusement à y participer, puisque tu es un peu le gardien du temple. Quelque part, ben si, en étant président de l'AICA, oui, quand même, oui. Et donc, voilà, mais alors, à ta question plus précisément, est-ce que ça... Je crois que évidemment, ça lui a donné une grande... Ça lui a donné 2 choses. Je vais faire une révélation aujourd'hui, parce qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Pierre, comment vous faites pour vivre, là? Comment vous avez fait? Parce qu'à l'époque, bon, ça devait quand même pas être facile et tout. Il va me dire, je vais vous faire une confidence, mais ne la répétez pas. Mais souvent, vous le savez, les secrets, c'est ce qui est le mieux partagé. Un secret, c'est fait pour être partagé. Et il m'a dit, ça va être la révélation pour toi, en tout cas, mais je crois que personne ne le sait, ça. Il m'a dit, vous savez, même quand j'ai quitté les ministères, j'ai continué à percevoir mon salaire pendant 10 ans. Voilà, ça c'était Restani aussi. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr, oui, il m'a dit ça, bien sûr. Ah, ouais, c'est pas une blague, mais ça c'est bon. C'était l'époque où la France était riche, on est rentré dans la société de consommation. Je pense qu'on pouvait largement payer des gens, ça... Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour en revenir quand même précisément, je me réjouissais de raconter ça, évidemment, un jour. Tu me donnes l'occasion de le faire. Et puis je crois que ça lui a appris aussi, évidemment, beaucoup de choses sur l'économie, comment marche un pays, enfin tout ça, cette approche sociologique. Alors moi je veux bien croire à ce qu'a dit Jean-Marc Poinceau tout à l'heure, qu'il avait été fortement influencé par Argan. Je crois que c'est vrai, mais je crois quand même qu'il a vu la sociologie de la société de consommation. Il était aux premières loges, puisqu'il rédigeait les discours pour les ministres. C'était donc ça lui a beaucoup appris. Il a eu une formation autre que la formation classique d'un critique d'art, quoi. Voilà, donc je pense que c'est très important, et c'est une très bonne question que tu as posée. Je suis persuadé qu'il a vu comment il était aussi très politique. C'était un type qui était très, comment dire, bon, c'est ça aussi la réussite, hein. Il ne pouvait pas faire qu'insulter les gens, parce que c'est ce qu'il faisait, hein. Moi j'ai assisté. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que, ça c'est aussi anecdotique, mais je l'ai vu à des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences un peu partout dans le monde entier, et que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui lui tenait tête. Ça m'a quand même surpris, parce que bon, c'est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, au niveau sociologique, je crois qu'il a beaucoup appris. Hein, par exemple, il pouvait parler, un jour il m'a parlé pendant 2 heures de la construction des autoroutes. J'étais, mais d'une façon très technique, comme un ministre, quoi. Voilà, donc je crois que c'est important, oui, ce background qu'il avait. Voilà. Thank you, Henri. Perhaps we should finish, but that's a very good point to finish. Merci beaucoup, c'était vraiment une observation très intéressante de ta part. Et moi, je ne savais pas, par exemple, comment il pouvait vivre. Il n'avait pas un salaire, mais maintenant, je sais qu'il avait un salaire. Donc, OK.
Bien, je veux dire encore une dernière chose. Avant d'aller à Bratislava, demain, on va à Žilina. Et Žilina est la ville qui est la scène d'une des collections plus importantes dans le pays. Et puis, une autre information, Alex Mlynarczyk a dit que son livre, le livre sur Restani, qui est ici, est à disposition, est disponible. Si quelqu'un veut l'acheter, vous pouvez l'acheter ici dehors dans la salle. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les participants de cette discussion. Maintenant,